avec seulement 200 € en poche, j'ai quitté la maison après que mes parents ont donné mon épargne d'études à mon frère. 10 ans plus tard, alors qu'il cherchait des investisseurs pour sauver leur entreprise, il ignorait que j'étais la milliardaire qu'il allait rencontrer. Le jour où j'ai découvert ce qu'était la véritable trahison, j'étais assise à notre table à manger en acajou, entourée de mes lettres d'admission aux grandes écoles. Centrale, les mines, l'ENS. Leurs en-têtes prestigieux étaient éparpillés devant moi comme des feuilles mortes. Mes mains tremblaient en tenant la toute dernière, celle de l'école polytechnique. Leurs mots de félicitations se brouillaient à travers mes larmes. Maman, papa, je suis prise. Je suis admise à Polytechnique. Ma voix a résonné à travers notre vaste hôtel particulier du XIXe siècle, une demeure qui avait été témoin de 3 générations de succès de la famille de Montclair. Les talons de ma mère ont claqué sur le parquet en bois massif à son approche, son visage affichant une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Derrière elle, les pas lourds de mon père suivaient, sa démarche d'habitude si assurée semblant curieusement hésitante. C'est merveilleux, Catherine, a dit ma mère, mais son ton ne portait aucune de l'excitation que j'avais espérée. Elle a échangé un regard avec mon père, qui s'est raclé la gorge et a desserré sa cravate en soie. Assieds-toi, Cathy. Il faut qu'on parle. Je me suis laissée retomber sur ma chaise, la lettre d'admission toujours serrée dans mes mains. Quelque chose dans leur attitude m'a noué l'estomac. Ton frère, Guillaume, a commencé mon père, sa start-up technologique montre un potentiel incroyable. Le prototype qu'il a développé pourrait révolutionner le stockage des énergies renouvelables. Il a fait une pause, ajustant ses lunettes. Mais il a besoin d'un financement important pour passer à l'étape supérieure. Ma mère s'est avancée, ses doigts manucurés effleurant le bord de la table. Nous avons décidé d'investir dans son entreprise. C'est une opportunité remarquable, une opportunité qui pourrait assurer l'avenir de la famille pour des générations. C'est super, ai-je dit, bien que l'incertitude se soit glissée dans ma voix. Mais qu'en est-il de mes frais de scolarité ? Le fonds d'études que vous économisez depuis ma naissance. Le silence qui a suivi m'a fait l'effet d'un poids physique oppressant ma poitrine. Catherine, a dit fermement mon père, utilisant mon prénom complet. Jamais bon signe. Nous avons pris la décision d'utiliser ton épargne d'études pour soutenir le projet de Guillaume. C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Le monde a semblé basculer sur son axe. Quoi ? Mais c'était mon argent. Vous me l'aviez promis. Ne sois pas égoïste, Catherine, m'a sèchement coupé ma mère. Le projet de Guillaume pourrait valoir des millions. Tu peux contracter un prêt étudiant comme tout le monde, ou peut-être envisager une petite faculté de province pour quelques années. Je les ai dévisagés. Ces gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient toujours prêché l'importance des études, qui avaient passé des années à encourager mes rêves d'intégrer une grande école prestigieuse. Maintenant, ils se tenaient devant moi, détruisant calmement ses rêves pour favoriser mon frère, une fois de plus. Guillaume avait toujours été leur enfant chéri. De 4 ans mon aîné, il avait abandonné la fac pour poursuivre ses rêves d'entrepreneur. Pendant que je passais mes années de lycée à maintenir une moyenne de 20/20, à être présidente du bureau des élèves et à remporter des Olympiades nationales de sciences, Guillaume passait d'une start-up ratée à une autre. Convainquant à chaque fois nos parents d'investir juste un peu plus. Combien, ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Quoi ? Mon père a froncé les sourcils. Quelle part de mon épargne d'études lui avez-vous donné ? Ma mère s'est agitée, mal à l'aise. La totalité. L'intégralité des 289 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. Près de 300 000 € envolés. Chaque chèque d'anniversaire des grands-parents. Chaque salaire de job d'été, chaque centime économisé pour mon avenir, remis à Guillaume sans la moindre hésitation. Je me suis levée si brusquement que ma chaise a basculé en arrière. Avez-vous au moins envisagé de me demander mon avis ? C'est mon argent. Catherine Elisabeth de Montclair. La voix de mon père a tonné dans la salle à manger. Ça suffit. Cette décision est définitive. Le projet de Guillaume a besoin de cet investissement. Et en tant que membre de cette famille, tu te dois de soutenir ce qui est le mieux pour tout le monde.
Le mieux pour tout le monde. J'ai ri, mais le son ressemblait davantage à un sanglot. Ou le mieux pour Guillaume. Ton frère a une vision, a dit ma mère sur la défensive. Il voit des opportunités que les autres ne voient pas. Parfois, cela implique de prendre des risques. Des risques avec mon avenir, ai-je crié, me surprenant moi-même par le volume de ma voix. Et ma vision à moi? Mes opportunités? Le visage de mon père s'est durci. Si tu n'es pas capable de comprendre l'importance de soutenir les intérêts de ta famille, tu n'es peut-être pas aussi mature que nous le pensions. Monte dans ta chambre jusqu'à ce que tu puisses discuter de cela de manière rationnelle. Je suis restée là, à 18 ans, renvoyée dans ma chambre comme une enfant pour avoir osé m'opposer au vol de mon propre avenir. À cet instant, quelque chose en moi a basculé. Un changement fondamental dans ma façon de voir ma famille, ma place au sein de celle-ci, et ce que je devais faire ensuite. Sans ajouter un mot, j'ai tourné les talons et je suis montée dans ma chambre. Mais au lieu de m'effondrer sur mon lit pour pleurer, comme il s'y attendait probablement, j'ai sorti mon plus grand sac à dos et j'ai commencé à faire mes affaires. Les vêtements essentiels, mon ordinateur portable, la carte de crédit d'urgence que je n'avais jamais utilisée, et surtout, mes documents, acte de naissance, carte vitale, passeport. Mes mains bougeaient méthodiquement, mon esprit étonnamment clair malgré le chaos d'émotions qui tourbillonnait en moi. Dans mon tiroir à chaussettes, j'ai récupéré les 200 € que j'avais mis de côté lors de mes dernières séances de cours particuliers. Un argent que je n'avais pas ajouté à mon compte d'études car je comptais l'utiliser pour acheter des produits dérivés de l'école polytechnique une fois admise. Désormais, il allait servir à toute autre chose. Pendant que je faisais mon sac, les souvenirs affluaient dans mon esprit. La première start-up ratée de Guillaume, un réseau social pour animaux de compagnie qui avait englouti 50 000 € de l'argent de nos parents. Sa deuxième tentative, une crypto-monnaie qui avait duré 3 mois avant de s'effondrer. Chaque échec accueilli par des encouragements, du soutien et davantage de fonds. Pendant ce temps, on me disait d'être pragmatique quant à mes rêves. Le son de la sonnette a interrompu mes pensées. Par la fenêtre, j'ai vu la Tesla de Guillaume se garer dans l'allée. Bien sûr, il était là, probablement venu récupérer sa dernière aumône. J'entendais leur voix monter d'en bas. Le rire charismatique de Guillaume, le ton adorateur de ma mère, le grandement fier de mon père. Le parfait moment familial, complet avec leur fils parfait et ses excuses parfaites pour justifier son besoin de plus d'argent. Ouvrant mon ordinateur portable une dernière fois, j'ai rédigé 2 emails. Le premier pour Polytechnique, cher comité des admissions, c'est avec un profond regret que je dois décliner votre offre d'admission. En raison de circonstances financières imprévues, je ne serai pas en mesure d'intégrer l'école polytechnique à la rentrée. Je vous remercie pour cette opportunité. Cordialement, Catherine de Montclair. Le deuxième email était pour mes parents, maman et papa, vous avez fait votre choix et maintenant je fais le mien. Ne me cherchez pas. N'essayez pas de me contacter. Je trouverai ma propre voie sans l'argent de la famille ni le nom de la famille. Catherine. J'ai cliqué sur envoyer, puis j'ai retiré la batterie de mon téléphone. Du rez-de-chaussée, j'entendais Guillaume se lancer dans un énième discours enthousiaste sur sa technologie révolutionnaire. Dans son monde de rêves et de combines, 289 000 € n'était probablement qu'un chiffre de plus, un simple tremplin vers son succès imaginaire. Mais pour moi, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Enfilant mon sac à dos sur mon épaule, j'ai jeté un dernier regard à ma chambre, au trophée du club de débat, aux médailles des Olympiades de sciences, au certificat de mention d'honneur. Autant de preuves d'une vie passée à essayer d'obtenir l'approbation de parents qui choisiraient toujours Guillaume en premier. J'ai escaladé le treillage à l'extérieur de ma fenêtre pour descendre, une chose que je n'avais pas faite depuis l'âge de 14 ans. Mes pieds ont touché le sol en douceur, sans me retourner, je me suis éloignée du domaine de la famille de Montclair. Dans ma poche, j'avais 200 €. Dans ma tête, toute une vie de notes parfaites et de réussites académiques. Et dans mon cœur, une détermination brûlante à prouver qu'ils avaient commis la plus grave erreur de leur vie. Je ne savais pas alors que, 10 ans plus tard, je serais assise en face d'eux dans une salle du conseil d'administration, les regardant présenter leur entreprise en faillite à des investisseurs potentiels.
sans qu'ils réalisent que leur dernier espoir de salut était cette fille qu'ils avaient rejetée si facilement. Mais cette partie de l'histoire viendrait plus tard. D'abord, je devais construire quelque chose à partir de rien. D'abord, je devais devenir quelqu'un que cette fille, pragmatique, n'était pas censée devenir à leurs yeux. À chaque pas qui m'éloignait de ma maison d'enfance, ma détermination se renforçait. Ils voulaient tout miser sur Guillaume. Très bien. J'allais tout miser sur moi-même, et je n'aurais pas besoin de leurs 289 000 € pour y parvenir. La première nuit de liberté avait le goût du café bon marché et du désespoir. J'étais assise dans une brasserie de l'agglomération lyonnaise ouverte 24h24, mon sac à dos calé en sécurité sous mes pieds, regardant la batterie de mon téléphone mourir à petit feu. Avant qu'il ne s'éteigne complètement, j'ai vu 17 appels en absence de ma mère, 5 de mon père, et un SMS de Guillaume, ne sois pas dramatique, Cathy. Rentre à la maison. J'ai commandé un autre café, étalant la monnaie qu'il me restait sur la table en stratifie. 178,42 €. Le billet de bus depuis les Monts d'Or m'avait coûté plus cher que prévu. Encore du café, ma belle? La serveuse, Marie, avait des yeux bienveillants et portait un badge avec 5 étoiles dorées. Merci, ai-je répondu, avant d'hésiter. Vous embauchez? Elle m'a jaugé. Vêtements impeccables d'entretien pour les grandes écoles, ordinateur portable hors de prix, les signes évidents d'une gamine privilégiée qui jouait à la fugueuse. Mais quelque chose dans mon expression a dû la toucher, car elle ne m'a pas immédiatement recalé. À la plonge et en aide-cuisine, a-t-elle fini par dire. De 6h à 14h, au SMIC avec partage des pourboires. Tu commences demain si tu veux. J'ai hoché la tête, un soulagement immense m'envahissant. Je serai là. Il y a un motel au bout de la rue, a-t-elle ajouté en gribouillant sur son carnet de commandes. Dis à Jean-Marc que c'est Marie qui t'envoie. Il te fera le tarif à la semaine. Cette nuit-là, dans une chambre de motel qui sentait la vieille cigarette et les produits d'entretien, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à planifier. La lettre d'admission de l'école polytechnique était toujours dans mon sac, rappel de l'avenir que je venais de perdre. Mais en la fixant, une idée a commencé à germer. J'avais passé mes années de lycée à donner des cours particuliers de mathématiques avancées et de physique à des gosses de riches. Leurs parents payaient le prix fort pour mes services car j'obtenais des résultats, des notes parfaites au baccalauréat, des moyennes en hausse, des admissions anticipées en classe préparatoire. J'avais toujours vu ça comme un moyen de gagner de l'argent de poche pour mes études. Désormais, j'y voyais les fondations de quelque chose de bien plus grand. Ouvrant un nouveau document, j'ai commencé à taper. Consulting académique d'élite, tutorat spécialisé et orientation pour l'admission aux grandes écoles. Fondé par une étudiante admise à Polytechnique. J'ai travaillé toute la nuit pour créer un site internet simple, utilisant mes compétences en codage acquises lors de ma spécialité NSI. À l'aube, j'avais créé des cartes de visite à l'allure professionnelle dans une imprimerie ouverte toute la nuit, dépensant 50 € de mes précieuses économies. Les 6 mois suivants se sont résumés à une routine éreintante. De 6h à 14h, je travaillais à la brasserie, apprenant chaque aspect de l'entreprise que je pouvais. Il s'est avéré que Marie était la propriétaire de l'établissement depuis 20 ans. Elle m'a appris la gestion des stocks, la planification des plannings du personnel, et par-dessus tout, comment cerner les gens. De 15h à 21h, je développais mon entreprise de cours particuliers. Mon premier client fut un habitué de la brasserie qui m'avait entendu aider la fille de Marie avec ses exercices de calcul pendant ma pause. Le bouche à oreille a fait son œuvre rapidement dans les banlieues chics de l'Ouest lyonnais. Il y avait cette jeune tutrice, admise à Polytechnique mais ayant choisi de faire une année de césure, qui savait expliquer des concepts complexes avec clarté et qui garantissait des résultats. Je n'ai jamais mentionné mon vrai nom de famille. Catherine de Montclair est devenue Catherine Moreau, et mes clients ne s'en sont jamais formalisés. Ils se souciaient des résultats, pas du pédigré. Au bout de 3 mois, je gagnais suffisamment avec mes cours pour quitter la brasserie. Bien que je continuais à aider Marie avec sa comptabilité le week-end. Elle est devenue quelque chose entre une amie et un mentor, m'inculquant des leçons de business qu'aucune grande école de commerce ne pourrait égaler. Tu es doué avec les chiffres, m'a-t-elle dit un dimanche,
en me regardant optimiser son système d'inventaire. Mais tu es encore meilleur avec les gens. C'est là que se fait le vrai argent. Elle avait raison. Mes clients fortunés ne payaient pas seulement pour de l'aide scolaire. Ils payaient pour de la confiance, pour de l'espoir, pour offrir à leurs enfants la chance de vivre l'avenir dont ils rêvaient. C'était un sentiment que je comprenais intimement. Un jour, alors que je révisais la lettre de motivation d'un élève, sa mère a fait une remarque désinvolte qui allait tout changer. Si seulement vous pouviez vous cloner. Tous les parents de la région vous embaucheraient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Me cloner? Non, mais je pouvais me développer à plus grande échelle. J'ai contacté d'autres brillants étudiants qui avaient été admis dans les meilleures écoles mais qui avaient choisi de faire une année de césure. Beaucoup d'entre eux étaient brillants mais avaient besoin d'argent, tout comme moi. Je leur ai fait une proposition, travailler sous ma marque, utiliser mes méthodes et toucher 70% des honoraires, tandis que je me chargeais du marketing et de l'acquisition des clients. En 2 mois, Consulting académique d'élite comptait 10 tuteurs. En 6 mois, nous avions des bureaux à Lyon, à Paris et à Neuilly-sur-Seine. Tout en veillant soigneusement à éviter toute implantation trop proche du cercle social de ma famille. Mon premier million est arrivé plus vite que prévu, gagné grâce à la combinaison de mon entreprise de tutorat et d'investissement stratégique dans des actions de la tech. Je vivais modestement, injectant chaque euro superflu dans l'expansion de l'entreprise. Pendant que Guillaume était probablement encore en train de brûler mon épargne d'études dans sa dernière aventure, je construisais quelque chose de durable. Mais je savais que le tutorat n'était qu'un début. Grâce à mes riches clients, j'ai commencé à entendre des rumeurs sur des opportunités d'investissement, des startups en recherche de financement, des entreprises établies en quête de nouvelles perspectives. J'écoutais, j'apprenais, et surtout, je planifiais. La grande percée a eu lieu lors d'une séance de tutorat avec Emma Dubois, la fille du magnate de la technologie Laurent Dubois. Pendant que je l'aidais avec des cours d'économie avancée, j'ai remarqué le prospectus d'investissement pour son entreprise, Dubois Tech Solutions, laissé ouvert sur le bureau de son espace de travail à domicile. Papa est inquiet, m'a confié Emma pendant notre pause. Le nouveau projet de stockage d'énergie est un échec, mais il a trop investi pour faire marche arrière maintenant. Le stockage d'énergie. Exactement comme la soi-disant technologie révolutionnaire de Guillaume. J'ai passé la nuit entière à faire des recherches sur le projet. J'ai découvert 2 choses. Premièrement, le design était fondamentalement défectueux. Et deuxièmement, je savais comment le réparer. Il m'a fallu 3 semaines pour obtenir un rendez-vous avec Laurent Dubois, en utilisant toutes les relations que j'avais tissées grâce à mon réseau de tutorat. Quand je me suis enfin assise face à lui dans son bureau d'angle, il avait l'air amusé. « Mademoiselle Moreau, a-t-il dit, ma fille dit le plus grand bien de vous. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous comprenez la technologie du stockage d'énergie ?» J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé ma présentation. 4 heures plus tard, il ne souriait plus. À la place, il me proposait un partenariat. 30% des parts, a-t-il proposé. Si vous pouvez livrer ce que vous promettez. J'ai fait une contre-offre, 40% et le contrôle total du développement technique. Il a accepté. 6 mois plus tard, le nouveau système de stockage d'énergie de Dubois Tech révolutionnait l'industrie. La technologie que Guillaume avait rêvé de créer, je l'avais réellement bâtie, bien que sous un autre nom et avec une entreprise différente. Ma valeur nette a atteint les 9 chiffres du jour au lendemain. Mais je n'en avais pas terminé. En utilisant le succès de Dubois Tech comme tremplin, j'ai commencé à racheter des entreprises technologiques en difficulté, particulièrement dans le secteur de l'énergie. Chaque acquisition était réalisée par le biais de sociétés écrans et de holdings. Gardant toujours le nom de Catherine Moreau séparé de cet empire commercial grandissant, j'ai engagé les meilleurs avocats et comptables pour créer un labyrinthe d'entreprises qui menait tout à Moreau Entreprises, ma propre holding privée. Pour le monde extérieur, Moreau Entreprises était dirigé par une PDG solitaire qui ne donnait jamais d'interview et n'apparaissait jamais en public. Les années ont passé, mon empire a grandi. J'ai déménagé de Lyon à Paris, puis à Sophia Antipolis, gardant toujours une longueur d'avance pour éviter toute rencontre fortuite avec ma famille.
Par le biais de sources discrètes, je gardais un œil sur eux. La série d'échecs de Guillaume s'était poursuivie. Chacun financé par les ressources de plus en plus maigres de mes parents. La fortune de la famille de Montclair, bâtie sur plusieurs générations, était en train d'être asséchée par leur foi aveuglant leur fils. Puis, un matin, dans mon bureau en attique à La Défense, mon assistante m'a apporté une nouvelle très intéressante. Montclair Technologies cherche des investisseurs, a-t-elle annoncé en posant le rapport sur mon bureau. Ils sont au bord de la faillite. Votre père rencontre des acheteurs potentiels la semaine prochaine. J'ai saisi le dossier, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Après 10 ans, la boucle était bouclée. Programmer une réunion, ai-je dit. Mais utiliser l'entête de Moreau Entreprises. Voyons s'ils reconnaîtront la fille dont ils se sont débarrassés. Il était temps de montrer à ma famille exactement ce que leur fille, pragmatique, était devenue. L'immeuble de Montclair Technologies n'avait pas beaucoup changé en 10 ans. La même façade prétentieuse en granit, le même lettrage doré au-dessus de l'entrée, le même agent de sécurité qui ne levait jamais les yeux de ses mots croisés. Mais aujourd'hui, en franchissant les portes à tambour dans mon tailleur Armani, je n'étais plus l'adolescente qu'ils avaient écartée avec tant de facilité. Mademoiselle Moreau, s'est empressée de dire une jeune assistante. Le conseil d'administration vous attend dans la grande salle de conférence. Puis-je prendre votre manteau ? Je lui ai tendu mon manteau, réprimant un sourire. Ma mère avait toujours insisté sur le fait que le véritable pouvoir s'habillait avec des marques de créateurs. Aujourd'hui, je portais une somme de vêtements suffisante pour financer l'une des startups ratées de Guillaume. Un café, a demandé l'assistante. Du thé vert, ai-je répondu, me rappelant comment ma mère se moquait de ma préférence pour le thé plutôt que le café. Tant d'infusions précis, sans sucre. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage m'a donné le temps de me recentrer. 10 années de préparation avaient mené à ce moment. À travers mon réseau de sociétés écrans et d'investissements discrets, j'avais systématiquement racheté les dettes de Montclair Technologies, m'étais positionné comme leur seule bouée de sauvetage viable, et je tenais désormais leur destin entre mes mains. Les portes de la salle de conférence se sont ouvertes pour révéler une scène qui m'a presque fait rire. Mon père, Richard de Montclair, était assis en bout de table, bien que cette place soit bientôt la mienne. Ma mère, Béatrice, était perchée à ses côtés, sa posture parfaite trahissant son anxiété. Et Guillaume, mon cher frère, qui avait dilapidé mon épargne d'études et une grande partie de la fortune familiale, était avachi sur sa chaise, tapotant frénétiquement sur son téléphone. Mademoiselle Moreau. Mon père s'est levé, tendant la main. Merci d'être venu. Nous avons entendu des choses remarquables sur Moreau Entreprises. J'ai serré sa main fermement, notant le léger tremblement dans sa poigne. Le grand Richard de Montclair était nerveux. Bien, je vous en prie. J'ai fait un geste pour qu'il se rasseye. Discutons de la raison de notre présence ici. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai écouté attentivement leur présentation de la situation actuelle de Montclair Technologies. L'entreprise avait besoin d'une injection de liquidité de 50 millions d'euros juste pour garder la tête hors de l'eau. Leurs actions avaient chuté de 70% au cours du dernier trimestre. Et la toute dernière aventure de Guillaume, une énième tentative de créer une technologie révolutionnaire de stockage d'énergie, avait siphonné leurs ultimes réserves. Nous pensons qu'avec un investissement adéquat, a poursuivi mon père, sa voix portant ce même ton persuasif qu'il avait utilisé pour me dire d'être pragmatique concernant mes rêves, Montclair Technologies pourrait retrouver sa gloire d'antan. J'ai ouvert mon ordinateur, affichant une série de graphiques sur l'écran de la salle de conférence. Le déclin de votre entreprise a commencé il y a environ 10 ans, ai-je déclaré en observant attentivement leur visage. Ce qui coïncide avec une série de décisions d'investissement. Intéressante. Guillaume s'est agité sur son siège. Les doigts parfaitement manucurés de ma mère ont tambouriné contre la table. Nous avons pris des risques calculés, s'est défendu mon père. Calculés ? J'ai haussé un sourcil. Comme investir 289 000 euros dans un concept de stockage d'énergie qui n'avait jamais fait ses preuves ? Le silence s'est abattu sur la pièce. Ce chiffre précis, le montant exact de mon épargne d'études volée, flottait dans l'air comme une accusation.
Comment avez-vous, a commencé Guillaume avant de se retenir. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre qui surplombait la ville. Dites-moi, monsieur de Montclair, quelle diriez-vous être votre plus grande erreur dans les affaires? Mon père s'est raclé la gorge. Peut-être une expansion trop rapide sur certains marchés. Non, l'ai-je coupé en me tournant pour leur faire face. Votre plus grande erreur a été de vous asseoir dans cette même pièce il y a 10 ans, en pensant qu'elle allait simplement accepter votre décision et s'effacer dans l'ombre. Ma mère est devenue livide. Le téléphone de Guillaume a glissé pour tomber sur la table. L'expression de mon père s'est figée alors que la reconnaissance le frappait. Catherine. J'ai souri, savourant l'instant. Bonjour papa. Maman. Guillaume. Ça faisait longtemps. C'est impossible, a bafouillé Guillaume. Tu es Catherine Moreau? En réalité, c'est Catherine de Montclair-Moreau maintenant. J'ai légalement changé de nom. Je me suis rassise, profitant de leur visage choqué. Mais vous l'auriez su si vous aviez pris la peine de me chercher au cours de ces 10 dernières années. Ma mère a retrouvé la voie en premier. Ma chérie, nous avons essayé de te retrouver. Non, l'ai-je interrompu. Vous avez passé quelques coups de fil sans grande conviction pendant quelques semaines, puis vous avez décidé que je faisais un caprice et que je rentrerais à la maison quand je n'aurais plus un sou. J'ai regardé Guillaume. Au fait, comment a fonctionné cette technologie de stockage d'énergie? Celle pour laquelle tu avais besoin de mon argent pour l'école? Il a viré au rouge. Il y a eu des complications imprévues. Amusant, ai-je de nouveau coupé, affichant une autre présentation à l'écran. Parce que la filiale de Moreau Entreprises, Dubois Tech Solutions, semble avoir résolu ces complications avec un grand succès. J'ai projeté les schémas du système de stockage d'énergie que j'avais contribué à développer, celui-là même qui m'avait fait gagner mon premier milliard. L'instinct d'homme d'affaires de mon père a finalement repris le dessus. Vous possédez Dubois Tech. Entre autres choses. J'ai commencé à lister les entreprises sur l'écran. Dubois Tech Solutions, consulting académique d'élite, Moreau Global Venture, et, depuis le mois dernier, environ 40% de la dette en cours de Montclair Technologies. La salle a basculé dans le chaos. Guillaume a bondi, renversant sa chaise. Ma mère a pressé ses mains contre son visage. Mon père est resté le regard fixe, son empire s'effondrant sous ses yeux. Pourquoi, a-t-il fini par demander. Pourquoi ne pas nous avoir simplement dit qui vous étiez? Je me suis penchée en avant, soutenant son regard. Parce qu'il fallait que vous me voyiez telle que je suis vraiment. Non pas comme des parents face à leur fille, mais comme des chefs d'entreprise en plein échec face à quelqu'un de bien plus performant que tout ce que vous aviez pu imaginer pour moi. Qu'est-ce que tu veux, a exigé Guillaume. Te venger? J'ai éclaté de rire. Me venger, mon cher frère? Si j'avais voulu me venger, j'aurais racheté cette entreprise il y a 6 mois et je vous aurais tous licenciés sur le champ. Je me suis levée, réajustant ma veste de tailleur. Non, ce que je veux, c'est réparer ce que vous avez brisé. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé doucement ma mère. Ça veut dire que j'offre de sauver Montclair Technologies. Restructuration totale de la dette, injection de capital, et partenariat technologique avec Dubois Tech Solutions. J'ai fait une pause, laissant l'information faire son effet. Mais il y a des conditions. Le masque d'homme d'affaires de mon père est revenu en place. Quelles conditions? Premièrement, Guillaume est dehors. Plus de postes. Plus d'investissement dans ses projets. Fini de siphonner les ressources de l'entreprise. Guillaume a voulu protester, mais mon père l'a réduit au silence d'un simple regard. Deuxièmement, toi et maman, vous prenez votre retraite, papa. L'entreprise a besoin d'une nouvelle direction, pas d'une dévotion nostalgique à des stratégies qui ont échoué. Et troisièmement, a demandé ma mère, la voix n'étant plus qu'un souffle. Troisièmement, ai-je souri. Vous allez tous admettre que m'avoir poussé à partir est la meilleure chose que vous ayez jamais faite pour moi. Parce que tout ce que j'ai construit, je l'ai construit sans le nom de Montclair, sans les relations de la famille, et sans votre argent. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce.
Mon père a regardé l'empire que j'avais bâti, affiché sur l'écran derrière moi. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Étaient-ce de fierté ou de regret, je ne saurais le dire. Guillaume s'est affaissé sur sa chaise, confronté enfin à la réalité, sa petite sœur avait accompli tout ce qu'il avait échoué à faire. Avons-nous un accord, ai-je demandé, connaissant la réponse avant même qu'il ne parle. Mon père a lentement hoché la tête. C'est d'accord, mademoiselle Moreau. Bien. J'ai rassemblé mes affaires, m'apprêtant à partir. Les documents seront rédigés pour demain. Oh, et maman. Je me suis arrêtée sur le pas de la porte. La petite faculté de province que tu m'avais suggérée ? C'est aujourd'hui l'un des plus grands bénéficiaires de mes fondations caritatives. Finalement, les décisions pragmatiques peuvent mener à des résultats extraordinaires. Je suis sortie de la salle de conférence, hors du bâtiment qui représentait autrefois tout ce que je ne pouvais pas avoir, et je suis montée dans la voiture qui m'attendait, où Marie, ma première patronne, aujourd'hui directrice générale de mon entreprise, patientait. Comment ça s'est passé ? A-t-elle demandé en me tendant un thé vert parfaitement infusé. Exactement comme prévu, ai-je répondu en prenant une gorgée. Par contre, je crois que je vais garder l'histoire de la brasserie en dehors de l'histoire officielle de l'entreprise. Elle a ri. Tu es sûr de ton coup ? Sauver leur entreprise après tout ce qu'ils t'ont fait. J'ai regardé en arrière vers le bâtiment de Montclair Technologies, repensant à la jeune fille de 18 ans effrayée qui avait quitté sa maison avec seulement 200 € et la détermination de faire ses preuves. Tu sais ce que j'ai appris dans cette brasserie, Marie ? Parfois, la meilleure des vengeances n'est pas de détruire ce que les autres ont construit. C'est de bâtir quelque chose de tellement plus grand qu'ils sont forcés de reconnaître leurs propres erreurs. Et l'ont-ils fait ? J'ai souri, repensant au visage de mon père quand il a compris qui j'étais. Aux larmes de ma mère. À la défaite finale de Guillaume. Ils le feront. À chaque fois qu'ils verront le nouvel en tête de l'entreprise, Montclair Moreau Technologies. Tu gardes le nom de Montclair ? Bien sûr, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur pour vérifier les marchés financiers. Après tout, j'avais bien promis de soutenir l'entreprise familiale. Je l'ai juste fait à ma façon. Alors que nous traversions la ville, passant devant les gratte-ciel et les bureaux qui m'avaient autrefois semblé si inaccessibles, j'ai pensé à cette lettre d'admission à Polytechnique, toujours précieusement conservée dans mon bureau. Je l'avais encadrée aux côtés de ma toute première licence commerciale, de mon premier contrat à 1 million d'euros, et d'un simple badge où l'on pouvait lire « Catherine, serveuse, provenant d'une certaine brasserie ouverte 24h24. » Parfois, le meilleur avenir n'est pas celui que l'on a planifié pour vous, mais celui que vous construisez par vous-même. 1 euro après l'autre, un rêve après l'autre, une victoire après l'autre. Et parfois, oui parfois, 200 € et une foi inébranlable en soi-même valent bien plus que toutes les fortunes familiales du monde.